Ce matin, au Radio-Journal, le bateau d'aide humanitaire destiné aux Palestiniens, toujours au large de Gaza. Le Canada retarde l'exportation de véhicules blindés à Israël, une décision qui fait réagir. Et hausse des cas de rougeole au pays, les autorités sanitaires s'inquiètent. Bonjour, ici Vincent Maisonneuve, bienvenue au Radio-Journal. À Gaza, le Hamas se dit prêt à une trêve de 6 semaines, jumelée d'un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Israël a rejeté du revers de la main la dernière proposition de cessez-le-feu, qualifiant d'irréalistes les demandes du Hamas. Pendant ce temps, le premier navire qui remorque une plateforme flottante chargée de 200 tonnes d'aide humanitaire s'approche très lentement de l'enclave palestinienne. Jean-Philippe Robillard a plus de détails. Il y a des Palestiniens qui se sont regroupés sur le rivage et qui regardent au loin le bateau approcher parce que ça fait des jours qu'ils attendent ce navire qui transporte 200 tonnes de vivres. Mais le défi maintenant, ce qui va être compliqué, c'est la distribution de l'aide humanitaire parce qu'il n'y a pas d'installation portuaire fonctionnelle en ce moment dans la bande de Gaza. Alors on ignore de quelle façon la nourriture sera déchargée et distribuée à la population. Mais souvent, ça se fait de façon chaotique. Encore ce matin, selon le ministère de la Santé du Hamas, il y a au moins 20 personnes qui auraient été tuées et 150 autres blessées dans le nord de la bande de Gaza lors de la distribution d'aide humanitaire. Sur le plan politique, il y a le Hamas qui a soumis une proposition de cessez-le-feu. Il propose de libérer les femmes, les enfants et les personnes âgées, de même que les malades qui sont retenus contre leur gré dans la bande de Gaza, en échange de 700 à 1000 prisonniers palestiniens. Le Hamas réclame également une date pour un cessez-le-feu permanent et une date butoir pour le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Une proposition qu'a rejetée le premier ministre israélien. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal. Par ailleurs, Radio-Canada a appris que le gouvernement fédéral bloque volontairement l'envoi de véhicules blindés canadiens vers Israël. Ottawa maintient que seules les marchandises non létales peuvent être exportées vers l'État hébreu. Les précisions de Valérie Gamache. Depuis le début du conflit, Ottawa a cessé l'exportation d'armes offensives vers Israël. Justin Trudeau assure que la règle est suivie à la lettre. Le Canada a un des régimes les plus robustes. Radio-Canada a appris que le gouvernement est même allé plus loin. Depuis janvier, Ottawa a suspendu l'exportation de tout matériel, technologie ou équipement militaire vers l'État hébreu. Parmi ces équipements, une trentaine de véhicules blindés légers de l'entreprise ontarienne Rochelle, que souhaite acquérir le gouvernement israélien. Mais pour que la transaction se concrétise, Ottawa doit accorder des licences d'exportation. Le dossier a fait son chemin jusqu'au bureau de Mélanie Joly, mais la ministre des Affaires étrangères le laisserait volontairement traîner. L'envoi de ces véhicules se ferait en violation des obligations du Canada en matière de droits de la personne, selon le député néo-démocrate Alexandre Boulris. Ce genre de véhicule-là peut être utilisé dans des opérations qui vont mettre en péril la vie de civils. Le gouvernement marche sur des œufs. Avec ce genre d'alliés-là, on n'a pas besoin d'ennemis. Richard Marceau du Centre consultatif des relations juives et israéliennes se sent trahi. C'est très décevant et ça envoie un très mauvais message dans le monde entier que le Canada ne se tient pas debout aux côtés de ses alliés. Et on demande à voir. Paul Fauteux est de l'Association des juristes canadiens pour les droits de la personne qui a intenté un recours devant la Cour fédérale pour que le Canada cesse d'exporter du matériel militaire. Il demeure sceptique. Le gouvernement fédéral va devoir déposer les documents qui démontrent si oui ou non il a effectivement suspendu. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. François Legault et Justin Trudeau sont réunis en ce moment à Montréal pour discuter du sujet chaud de l'immigration, une pomme de discorde de longue date entre les deux gouvernements. Le premier ministre du Québec a une demande de taille pour son homologue fédéral. Il réclame le rapatriement de tous les pouvoirs dans le domaine de l'immigration. Actuellement, il s'agit d'une compétence partagée. François Legault a rencontré les médias avant son tête-à-tête. Voici ce qu'il avait à dire. On a dépassé notre capacité d'accueil. Il nous manque d'infirmières, il nous manque d'enseignants, il nous manque de logements. Ça pose un avenir aussi. Ça pose une question sur l'avenir du français, surtout à Montréal. Donc, ce que je demande à M. Trudeau, c'est de rapatrier le pouvoir au Québec pour être capable de défendre ce qui est essentiel pour notre nation, pour notre identité. Le premier ministre canadien doit rencontrer la presse dans les prochaines heures. François Legault va aussi s'adresser aux médias en fin d'avant-midi.
La Colombie-Britannique veut s'attaquer aux médias sociaux qui nuisent à la santé mentale et physique de ses citoyens. Le projet de loi permettrait au gouvernement provincial de réclamer des coûts associés au système de santé publique, comme les visites médicales ou les traitements à l'hôpital. En plus de s'attaquer aux compagnies qui contreviendraient à la loi, le gouvernement de la Colombie-Britannique pourrait poursuivre directement les hauts dirigeants de ces entreprises. L'inquiétude des autorités sanitaires entourant la rougeole grandit au fur et à mesure que le nombre de cas augmente au pays. Il y a maintenant 29 infections confirmées. Mirna Djukic nous parle de la situation en Ontario. Un enfant atteint de la rougeole est en isolement à Hamilton. Il serait passé par l'aéroport de Pearson le 5 mars après avoir contracté le virus à l'étranger. Lundi, un autre cas a été confirmé dans la région de Muskoka, au nord de Toronto. Cette personne n'est pas sortie du pays et n'a pas eu de contact avec d'autres cas connus, précise le médecin en chef de Muskoka-Simcoe, le Dr Charles Gardner. Cela suggère une transmission communautaire et c'est inquiétant, reconnaît le médecin. C'est le 2e cas de la sorte cette année. 6 autres ont été liés à un voyage à l'étranger. La vaccination des enfants a significativement décliné dans les dernières années, surtout pendant la pandémie. Seulement 53% des enfants ontariens de 7 ans avaient reçu leurs 2 doses du vaccin contre la rougeole en 2022, selon les données de la santé publique, contre 94% en 2014. La ministre de la Santé, Sylvia Jones, affirme que les bureaux de santé publique travaillent fort pour rattraper ce retard, notamment en envoyant des lettres aux parents qui ont un enfant dont le statut vaccinal n'est pas à jour. We do have sufficient supply. We've actually procured additional vaccines. Elle ajoute que la province s'est procuré assez de doses additionnelles de vaccins. Ici Mirna Djukic, Radio-Canada, Toronto. En Russie, maintenant, les bureaux de scrutin en vue de l'élection présidentielle s'ouvrent ce matin dans un climat plutôt tendu. Des actions visant à perturber ce premier de 3 jours de vote se multiplient à travers le pays. Une femme a incendié un isoloir dans un bureau de vote de Moscou et une autre personne a lancé un objet incendiaire contre un bureau de vote à Saint-Pétersbourg. Au moins 7 personnes ont été arrêtées depuis le début de la journée. Le professeur à l'Université d'Ottawa, Dominique Harel, souligne que la réélection de Vladimir Poutine pour un nouveau mandat de 6 ans n'est qu'une formalité. En fait, il n'y a pas eu d'élection libre en Russie depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, justement. La dernière élection libre remonte à 1996, à l'époque du président Yeltsin. Donc, c'est pas une élection comme telle, c'est un rituel pour que le pouvoir présente sa légitimité, en fait. Les 3 autres candidats en lice ont dû d'abord obtenir le feu vert du Kremlin pour avoir le droit de se présenter aux élections présidentielles. Stigmatisés depuis l'invasion de l'Ukraine, les Canadiens d'origine russe disent qu'ils doivent faire profil bas ces jours-ci. La moindre expression de leur tradition ou de leur héritage est souvent perçue comme un soutien implicite aux politiques de Vladimir Poutine. Yasmine Midi a préparé ce reportage. Pendant des années, Russes et Ukrainiens se côtoyaient dans la chaleur des bannières de Roman Moisenko. Mais la guerre a jeté un froid sur cette coexistence. Il y a eu des tensions, explique Roman, qui a depuis interdit toute conversation politique dans son spa. Lorsque la guerre a éclaté, nos fenêtres ont été brisées à quelques reprises, raconte Jasmine Daya, la propriétaire d'un bar à thématique soviétique de Toronto. Après de nombreux appels au boycottage, Jasmine a retiré toutes les références à la Russie de son menu. Je ne pense pas qu'il soit approprié d'effacer l'histoire, mais je ne peux pas non plus risquer de perdre mon commerce, explique-t-elle. La guerre en Ukraine a aussi provoqué de nouveaux débats au sein du département de Kate Holland, professeur en littérature russe à l'Université de Toronto. Les étudiants nous ont demandé de ne plus enseigner la langue du pays agresseur, illustre-t-elle. Au lieu de retirer les écrivains russes de son syllabus, la professeure a choisi de mieux contextualiser leur œuvre et d'incorporer davantage d'écrivains ukrainiens. Ici, Yasmine Midi, Radio-Canada, Toronto. Nous vous avons présenté le Radio-Journal de Radio-Canada. Pour plus de détails ou d'autres informations, consultez l'application Info. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une excellente journée à notre antenne. Au revoir.